Dans un instant, Jean-Jacques Zé sera sur ce plateau pour nous présenter l'actualité vue par la presse camerounaise avec notamment les quotidiens et autres journaux paraissant à Douala, la capitale économique camerounaise. Le temps de vous rappeler que nous célébrons ce matin la journée internationale des câlins et de vous exhorter donc à faire des câlins à vos proches, que ce soit à votre enfant, à votre parent, à votre tendre moitié ou encore à une personne amicale. Eh bien, les câlins rassurent et apaisent. Il n'y a qu'à voir la tête d'une personne qui a trop de soucis sur son lieu de travail, qui arrive à la maison et qui reçoit comme ça un magnifique câlin de sa tendre moitié. Les tensions retombent, le stress retombe. Franchement, ça fait du bien les câlins quand tout va mal. Et il faut dire que cette journée va permettre aussi dans de nombreux pays européens d'accentuer le mouvement câlin gratuit. Le principe est simple, c'est un individu qui propose comme ça dans un lieu public avec une grosse pancarte comme ça, des câlins gratuits et qui va se mettre à faire des câlins à des personnes inconnues, voilà, sans intérêt, sans arrière-pensée. Ça fait énormément du bien. C'est un mouvement qui a été lancé en 2004 par un Australien qui était arrivé dans une grande ville et qui avait constaté que la ville était triste et dépourvue de chaleur humaine. Il a donc eu l'idée de réchauffer un tout petit peu l'atmosphère en brandissant une petite pancarte réclamant des câlins. Le succès fut immédiat et aujourd'hui, dans de nombreux pays, eh bien, on célèbre la journée internationale des câlins et il y a pas mal de personnes qui vont ériger des pancartes dans les villes européennes pour dire câlin gratuit et qui pourront bien sûr vous enlacer gratuitement sans rien attendre en retour. Je me demande ce que ça ferait si on essaye un tout petit peu cette initiative au Cameroun. Qu'il y a une personne dans la rue avec une pancarte comme ça, vous passez, câlin gratuit. Connaissant nos esprits tortueux, on dira c'est la sorcellerie. Elle veut prendre nos chances ou quoi? On en reparle tout à l'heure. Le temps de s'intéresser maintenant à la revue de presse, puisque Jean-Jacques Zé est confortablement installé. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, et bonjour à tous les téléspectateurs. Joyeux anniversaire à Flora Dingla. Voilà, Voilà. je n'ai pas oublié. Jean-Jacques Zé, j'ai eu folle envie de vous envoyer plein de câlins. Et comment est-ce qu'on les accueille? Je sais pas. Je prends, j'attrape. Voilà, j'attrape. D'accord. Allez, on redevient sérieux. Hein. On va s'intéresser aux messagers pour commencer. Oui, le messager avec une première réponse à une question dont les Camerounais se posent depuis quelques temps au sujet justement de la gestion et du départ de AES Sonel du Cameroun. L'Américain s'en va, c'est clair. Le repreneur est finalement Actis. L'État a finalement donné son accord là-dessus. C'est le pied de une du journal Le Messager ce matin. Le Cameroun adoube Actis. Le Britannique va reprendre l'intégralité des parts de l'opérateur économique américain qui est sur le départ depuis quelques mois déjà dans notre pays. On le sait. On savait également qu'il y avait quelques lignes de résistance ou d'hésitation du côté du gouvernement. Finalement, le Messager en exclusivité nous annonce ce matin que c'est clair, c'est bouclé. Ce sera finalement Actis qui reprendra justement les parts de AES Sonel dans notre pays. Mais la grande une de Le Messager ce matin est consacrée à l'actualité centrafricaine en mettant un pied d'abord en pistant François Bozizé. Il est au Cameroun, c'est dit dans la presse depuis quelque temps. Le journal L'Intégration nous donnait d'ailleurs une précision sur la date de son arrivée au Cameroun, c'était le 15 janvier. Le journal de Thierry Ndongo-Wona à cette époque-là nous proposait un reportage du côté de la résidence du Golfe à Yaoundé, où François Bozizé avait l'habitude ou avait pris ses quartiers lorsqu'il avait été chassé, on va le dire ainsi, du pouvoir du côté de Bangui. Le Messager est descendu sur le terrain pour constater justement qu'il n'est pas trouvable là-bas du côté de la résidence du Golfe dans la capitale politique du Cameroun. Quelques rares mouvements sont perceptibles là-bas, notamment l'agent d'entretien qui affirme quand même que François Bozizé est revenu au Cameroun, mais ne se trouve pas dans cette résidence. Les parkings sont d'ailleurs restés vides de ce côté-là. Et les vigiles de quelques immeubles voisins indiquent justement qu'il est bel et bien revenu, mais il ne pouvait pas rester dans cette résidence compte tenu du fait que beaucoup de Centrafricains, considérés comme des rebelles, sont actuellement à séjour au Cameroun et même avec des armes et pour sa sécurité, il aurait été utile et il est utile pour François Bozizé de ne pas résider de ce côté-là. Le journal reste assez interrogatif sur l'agenda de François Bozizé. Est-il là pour reconquérir
le pouvoir du côté de Bangui. Pas de réponse précise sur l'agenda du chef de l'État, l'ancien chef de l'État centrafricain, avec quand même cette coïncidence. Il revient au Cameroun une semaine après la démission de Michel Djotoja. Et puis le journal s'interroge ce matin, est-ce que finalement François Bozizé est l'arme fatale du président Biya contre le président tchadien Idriss Déby Itno? C'est dit dans les développements qui sont proposés par notre confrère ce matin, qui constate quand même que la star dans la crise centrafricaine, il y a cela quelques jours, était quand même Idriss Déby Itno, qui a réussi à tenir une rencontre du côté de N'Djamena, de la CEAC, et qui a abouti justement au limogeage de son filleul, Michel Djotoja. Il tenait justement à jouer les premiers rôles. Maintenant, avec le retour de François Bozizé au Cameroun, ce serait l'arme secrète du président Paul Biya qui pourrait ainsi reprendre les devants dans le cadre de cette bataille qui oppose le chef de l'État camerounais, le chef de l'État tchadien au sujet d'un certain leadership dans la sous-région Afrique centrale, parce qu'il est engagé et connu que bientôt il y aura des négociations centrafricaines qui devront se tenir quelque part, et ce quelque part pourrait être Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, avec déjà les premiers acteurs, ceux du Kwanakwa, le parti politique créé par François Bozizé, et sa présence au Cameroun, qui est également une sorte d'opposition à la vision d'Idriss Déby, qui avait toujours refusé que François Bozizé puisse rester si près de la République centrafricaine. Il a dû mener des opérations là-dessus auprès du président Paul Biya pour souhaiter que Bozizé ne réside pas au Cameroun. Mais il y a des questions que le journal se pose ce matin. Est-ce que le chef de l'État camerounais a pris la mesure de tous les risques de garder François Bozizé, qui est quand même la première personnalité impliquée dans les conflits, qui séjourne de façon exceptionnelle dans notre pays? Beaucoup ont eu des problèmes au Tchad et même en RCA. On cite les cas de Ange-Félix Patassé et les autres, même sous Amadou Ahidjo, qui n'ont pas séjourné longtemps dans notre pays, le Cameroun ayant toujours été considéré comme une terre de transit. Maintenant, il est question d'un séjour assez exceptionnel de François Bozizé, avec les risques que cela peut avoir du côté de la frontière est du pays, affirme le journal ce matin. Mais on le sait, l'évolution en RCA, c'est la désignation de cette femme à la tête de la présidence centrafricaine pour gérer la période transitoire. Tout le monde parle pratiquement d'elle, tous les journaux. Catherine Samba Panza, qui jusque-là était maire de Bangui, même s'il faut préciser qu'elle est devenue maire 2 mois après le départ de François Bozizé, mais c'est elle qui a été élue. Le dernier sprint final pour l'élection de cette présidente de la transition en RCA l'opposait au fils de l'ancien président Kolingba. Elle a brillamment remporté cette élection et a également lancé un appel à une sorte de cessez-le-feu, déjà du côté des anti-Balaka, mais également de la Séléka, en indiquant tout simplement que son élection aura un sens si ses enfants, comme elle les appelle, auront décidé d'enterrer la hache de guerre, en tout cas de jeter les armes. Mais cette femme-là n'est pas arrivée par hasard à la tête de la transition du côté de la RCA. C'est ce que le journal de Michel Michaud-Moussala nous indique ce matin. Europe Plus, qui est dans les kiosques également, tente de nous prouver ce matin, dans un dossier pratiquement de 2 pages, comment la France a manœuvré pour imposer une femme à la tête de la transition centrafricaine. C'est le cœur de la une du journal Europe Plus ce matin. Un dossier 2 pages, 6 et 7, pour comprendre justement les implications de la République française dans le choix qui a été opéré pour cette femme qui a quand même fait ses études du côté de la France, qui est revenue en République centrafricaine pour travailler dans le groupe Alliance, dans le métier des assurances, avant de créer sa propre société de courtage en matière d'assurance, devenir une femme incontournable dans le milieu des affaires du côté de la RCA, a accompagné également le dialogue organisé par François Bozizé lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Il était coprésidente justement de cette séance importante avant d'être désignée présidente du comité de suivi et d'évaluation des résolutions qui avaient été prises pendant cette session importante qui visait à ramener justement la paix et la sécurité du côté de la République centrafricaine. Aujourd'hui, elle a les premiers rôles à jouer. Europe Plus pense qu'elle n'est pas arrivée là par son propre chef et que la France serait derrière cette affaire. On parle de beaucoup de cette femme également dans les journaux pour mutation. La précision qui arrive ce matin, c'est que cette dame-là a quand même un gros pied du côté du Cameroun parce que son père est camerounais. C'est elle qui va gérer donc la transition du côté de la RCA. Elle est née
à N'Djamena au Tchad. Elle a 58 ans aujourd'hui. Le portrait revient justement, on va revenir avec la caméra sur l'image phare de cette présidente, hein, les points en l'air, qui va gérer la transition du côté de la République centrafricaine. On rebrosse un peu son portrait et son engagement dans le cadre de ce combat. Et vous le verrez dans la presse ce matin, on parle beaucoup de vie privée, des questions qui fâchent. Europe Plus parle par exemple de la grande menace et des puissants lobbies. Pour ce qui est de l'homosexualité, on comprend bien qui a échappé au niveau de menaces, mais il s'agit bien de menaces et les lobbies homosexuels qui font peur. Concernant justement ce dossier-là, on revient dans les colonnes de mutation en parlant justement de la vie privée. On sait exactement ce qui se passe en France aujourd'hui entre François Hollande et ses fréquentations qui ont fait la une de quelques journaux et qui remettent au goût du jour le débat sur les limites entre la vie privée des personnalités publiques et la vie publique de façon globale de ces personnalités qui nous gouvernent ou qui nous encadrent aujourd'hui. Mutation consacre sa grande une là-dessus. L'affaire Hollande-Gaët rebondit au Cameroun. Il n'y a pas une affaire similaire dans d'autres pays, mais le journal se souvient quand même que cette affaire a déjà fait l'objet de nombreux débats dans notre pays, notamment au niveau de ses frontières entre la vie privée et la vie publique. Le journal nous rappelle justement des publications qui ont fait large débat dans d'autres pays au sujet des listes présumées d'homosexuels avec des noms de certaines personnalités qui, selon certains responsables des journaux qui interviennent dans les colonnes de mutation ce matin, visaient tout simplement à jeter à la vindicte populaire quelques personnalités. Il y a des journaux, Dieudonné Veng intervient par exemple dans les colonnes du dossier proposé par Mutation ce matin, le directeur de publication du journal La Météo qui indique justement que dans ce contexte-là, il faut bien que la presse relaie les informations du côté de Mutation. On est clair là-dessus. Jamais ce journal ne prêtera ses colonnes à des informations qui viseraient tout simplement à jeter à la vindicte populaire certaines personnalités de la République qui auraient d'autres fins que celle d'informer. D'ailleurs, le débat est très profond dans les colonnes du supplément communication que nous propose Mutation ce matin. On lit bien la difficulté rencontrée par les responsables des journaux, les journalistes, mais également les spécialistes des questions de droit entre la mince frontière qui existerait entre la vie privée et celle qui aura un impact sur les activités sociales de tout un pays. Il faut bien lire le dossier et essayer de comprendre justement comment il est difficile de surfer entre ces différentes lignes assez minces, faut-il le préciser. Mutation revient sur les curiosités de l'affaire Abba ou des affaires Abba, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Depuis 6 ans qu'il est pratiquement gardé, on n'a toujours pas réussi à lancer ces affaires ou alors obtenir des condamnations qui seraient liées à ces différentes affaires qui restent assez compliquées jusqu'à aujourd'hui selon notre confrère. Et du coup, le journal spécialisé en matière du monde juridico-judiciaire, Kalara, est dans les kiosques ce matin. Il nous parle justement des difficultés que rencontre également le tribunal criminel spécial et d'autres tribunaux sur l'implication présumée de quelques responsables militaires dans des affaires, bien qu'identifiés par des magistrats dans les opérations frauduleuses, dit-on dans les colonnes de Kalara ce matin. Le journal de Christophe Bobiokono, sur plus d'1 milliard de francs CFA, une dizaine d'officiers de l'armée épargnés par les poursuites judiciaires. C'est un dossier traité par René Casier qui cite les faits, les chiffres également, qui montrent à souhait que les hommes en tenue sont impliqués notamment dans des affaires concernant, on parle d'une somme de 411 millions de francs CFA de fonds publics, mais pas moyen de faire intervenir les hommes armés dans le cadre de cette affaire. Le Septentrion Info, pour sa part, s'intéresse à la succession de Paul Biya. L'après Biya et les chances du Grand Nord, c'est le grand titre choisi par le journal qui porte bien le nom Septentrion Info ce matin, s'inspirant du livre de Eno Meyomesse, le célèbre écrivain gardé aujourd'hui dans des geôles, mais qui vient de rendre public ce livre-là, qui remet au goût du jour le débat ou le cri du nordiste du Cameroun aujourd'hui. C'est en tout cas le titre même de cet ouvrage-là, le cri du nordiste aujourd'hui. L'écrivain analyse les chances d'un ressortissant du Septentrion qu'il devienne le prochain président de la République du Cameroun, analyse également la percée et la portée de quelques partis politiques tels que l'Union nationale pour la démocratie et le
progrès, l'UNDP, avec une question fondamentale. Est-ce que finalement, cette UNDP-là est un parti régionaliste, tout simplement? Et puis, au pied de une, on revient dans le cadre de ces attaques de l'armée nigériane sur le sol camerounais dans la poursuite des éléments présumés de Boko Haram. L'affaire fait débat. On sait que les autorités de l'armée nigériane disent n'avoir pas opéré sur le sol camerounais, même si les dégâts sont perceptibles. On ouvre les colonnes de satellites ce matin. Le satellite s'intéresse par exemple à la visite de l'ambassadeur de France, Christine Robichon. C'était du côté des plantations de la Sosucam à Mbandjok. Mais également, le journal s'intéresse particulièrement à l'état de santé de la gendarmerie nationale dans notre pays. C'est un corps qui bénéficie aujourd'hui des points positifs, selon le journal, notamment au sujet des pressions mises sur ces corps par le secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, qui ne donne pas, comme on le dit, de sommeil aux éléments de la gendarmerie nationale, toujours maintenant sur le terrain, non seulement de la prévention routière, mais également de la sécurité des personnes et des biens. Selon le journal Satellite ce matin, c'est un travail qui porte énormément de fruits et qui est sérieusement apprécié par les Camerounais aujourd'hui, l'implication et l'intervention de la gendarmerie nationale dans les faits de sécurité. Le journal s'intéresse aussi, on va le dire ainsi, à l'état de santé du projet Lompangar. Et une information venant du directeur général de EDC, Théodore Sangou, qui annonce justement que du côté de Lompangar, on va passer à la vitesse supérieure. Un clin d'œil est fait à Robert Mouté Ambassa, qui a communié avec les Ben Skinner dans le cadre des souhaits de bonne année. Et bonne nouvelle ce matin dans l'équation, le bi-hebdomadaire s'intéresse à la distribution d'eau potable dans la capitale politique du Cameroun. Peut-être bientôt la solution, et avec une précision, le journal de Richard Bondol, qui a fait une descente également dans le centre de traitement des eaux du côté de la Meufou, abandonné depuis quelques années, mais repris aujourd'hui par Camwater. C'est une structure qui devait permettre dans moins de 10 jours de ramener de l'eau potable dans la capitale politique du Cameroun. C'est la grande une choisie par le journal L'Équation ce matin, avec bien entendu la photographie du directeur général de Camwater, qui serait justement à l'origine de ce sursaut pour ramener plus de 50 000 mètres cubes d'eau dans la capitale politique du Cameroun et résoudre de façon efficace la crise dans la distribution de l'eau potable qui est décriée là-bas du côté de Yaoundé. Merci beaucoup Jean-Jacques. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a suivi cette revue de presse à Douala. Le même plaisir certainement pour la revue à Yaoundé. Et Belle Olinga, vous avez lu pour nous tous les quotidiens et autres journaux qui paraissent là-bas dans la ville aux 7 collines. Que peut-on en retenir ce matin? Bonjour. Sofiane, bienvenue à Yaoundé. Bonjour à vous également, Jean-Jacques Zé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance en ce jour pour la lecture diagonale des presses parues ici à Yaoundé. À quoi Paul Biya s'occupe-t-il en Vomeka? La question suscite nombre de curiosités. Le quotidien Le Jour s'est rendu en Vomeka jeudi dernier et donne dans cette édition les détails du séjour du président de la République dans son village. Entre sport matinal et les visites dans ces plantations, la vie des populations a cessé d'être ordinaire. Reportage en Vomeka, c'est la double page du quotidien Le Jour de ce matin. Le journal d'Amanmana fait également savoir ce jour dans sa une que l'armée camerounaise abat 2 Séléka et un anti-Balaka. Nos forces de défense auraient servi une riposte au tir de 2 roquettes envoyées par des ex-Séléka qui attaquaient une position des anti-Balaka située à près d'1 kilomètre de Garoua-Boulaye. Le jour précise qu'il n'y a pas de mort côté camerounais, même si la population a déserté la ville. Le quotidien bleu dans ce numéro nous apprend qu'un haut dirigeant de la Séléka a séjourné à Douala. Le bras droit de Michel Diotodia, le général Nourdine Adam, a été aperçu dans les rues de la capitale économique du Cameroun. L'information fait d'ailleurs la une principale du quotidien Émergence de ce matin, lequel nous dit comment le numéro 2 de la Séléka a été traqué à Douala. Le journal de Marius Biaga indique que Nourdine Adam a été interpellé dimanche dernier après une longue filature de la police camerounaise. Le journal de Marius Biaga indique que Nourdine a été justement
interrogé par nos forces policières. Et la présence de ce général aurait été dénoncée par l'Association des paysans centrafricains alors qu'il avait à peine déposé ses valises en provenance du Tchad. Après interrogation, Noureddine Adam, selon le quotidien Émergence, aurait quitté Douala pour rejoindre Michel Djotodia au Bénin. Une autre source indique au quotidien Émergence que le numéro 2 de la Séléka pourrait revenir en escale au Cameroun où des autorités policières l'attendraient pour une mise au point. Entre-temps, à Bangui, Catherine Samba Panza, la maire de la capitale centrafricaine, a pris les commandes de la RCA. L'information partage la sous-tribune du quotidien bilingue national ce matin. Cameroun Tribune nous dit que cette femme de 53 ans a été élue hier parmi les 8 candidats en lice pour assurer la transition à la tête de la RCA. Catherine Samba Panza devient ainsi la première femme présidente de la République centrafricaine depuis son indépendance. Mais la grande une de Cameroun Tribune est consacrée au marché public. Le journal de Marie-Claire Nana, qui titre « Il faut tenir les délais », revient sur la cérémonie de programmation des marchés publics présidée hier au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre Abassadou. Le ministre des Marchés publics a accordé à cet effet une interview à Cameroun Tribune, une interview dans laquelle le MINMAP a indiqué qu'il est fondamental de respecter les délais. Le quotidien de l'économie parle aussi des marchés publics. Pour le journal La Valeur Ajoutée, les maîtres d'ouvrage sont mis à l'index. Le quotidien de l'économie nous apprend que l'une des raisons du retard sur l'exécution du budget d'investissement public, c'est le manque de maîtrise suffisante de la constitution du dossier d'appel d'offres. Les maîtres d'ouvrage arrivent très souvent à envoyer les dossiers sans études techniques préalables et la conséquence est évidente. Le journal de La Valeur Ajoutée nous dit que le ministre Abassadou, en charge des marchés publics, a annoncé hier, lors de cette conférence annuelle sur la programmation de la passation de l'exécution des marchés publics, un plan d'urgence pour faire mieux en 2014. Dès février, indique le journal de Thierry Ekouti, le MINMAP annonce la poursuite du renforcement des capacités des maîtres d'ouvrage. Celle-ci permettra de respecter les dates de la programmation, un réel défi qui a une incidence positive sur la consommation du budget d'investissement public. Le quotidien de l'économie, qui parle également ce matin de la filière maïs, nous fait savoir que le Cameroun continue à subir le diktat du marché international. Le prix de la tonne de maïs dans les marchés de Yaoundé et de Douala continue sa hausse. Elle s'y vend, nous indique le journal de La Valeur Ajoutée, entre 20 000 et 230 000 francs CFA. Cette hausse serait due à l'intransigeance, j'y arrive, chinoise, vis-à-vis du maïs OGM américain, pour ne citer que cette raison qui explique la montée des prix du maïs à Euronext et à la bourse de Chicago. On reste en économie avec le Financier d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin. L'hebdomadaire du monde économique et financier parle ce matin des opportunités d'affaires à ne pas manquer en 2014. Comme on peut le lire à travers cette une, parmi les grands rendez-vous d'affaires de cette année, il y a le cinquantenaire de la réunification, le Salon international de l'artisanat, le salon Promote, les Jeux universitaires, la foire de Bafoussam, Yaoundé en fête et la Coupe du monde de football, dont l'impact économique à lui seul est estimé à 1935 milliards de francs CFA pour le pays organisateur et une croissance de 0,7% du produit intérieur brut pour le pays vainqueur. Le Financier d'Afrique consacre également un dossier complet sur ces opportunités, des business qui peuvent permettre à certaines entreprises camerounaises de faire de bonnes affaires. L'hebdomadaire du monde économique et financier s'intéresse également au patronat gabonais. Le journal de Boniface Tchenkam parle du plan d'action 2014 de la Confédération patronale du Gabon avec Madeleine Baird, la nouvelle présidente de ce groupe des acteurs du secteur privé. Le Financier d'Afrique aborde les questions sur la contribution du patronat gabonais au débat patronal. C'est à lire en page 11. On poursuit cette revue de presse avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui s'intéresse au premier conseil de discipline du RDPC dans la recherche des traces de cette nouvelle instance créée au sein du parti proche du pouvoir. Le tri-hebdomadaire de Armand Bianda a découvert et nous donne ce matin les vraies raisons de l'arrêt des travaux. Selon les résultats de cette enquête,
À peine les premières heures d'assises lancées, toutes les vérités auraient commencé à apparaître au point où les travaux n'ont pu se tenir. Certains membres du conseil de discipline du RDPC auraient été pointés du doigt d'escroquerie par ceux qu'on considérait comme étant les indisciplinés du parti. Parmi ces personnalités dénoncées, ajoute le tri-hebdomadaire Le Soir, figureraient, autant pour moi, des membres insoupçonnables de la commission. Le déballage et les révélations sur les vrais visages de ceux-là qui ont été nommés pour étudier les cas d'indiscipline auraient contraint les hauts dirigeants du RDPC à suspendre les travaux de la commission de discipline. Tous les éclaircissements à ce sujet se trouvent à la page 3 du journal Le Soir. Bien mal acquis, Climat Social croit savoir pourquoi l'article 66 de la Constitution est un piège anti-BIA. Le journal d'Emmanuel Mbok Matip, pense que certains détracteurs du chef de l'État, soutenus par d'autres puissances étrangères, s'accrochent sur cette disposition constitutionnelle depuis des dizaines d'années pour tenter de déstabiliser le président de la République. Pour Climat Social, ses ennemis de la paix espèrent dissuader le président Biya en brandissant ce fameux article. Le journal Emmanuel Mbok Matip relève tout de même qu'il est certes vrai que la crédibilité du travail politique contre la corruption passe nécessairement par l'application de l'article 66 de la Constitution, mais le temps du président n'est pas le temps du peuple. Fin de citation. On parle peuple également, mais certainement de ceux qui se sont détachés du lot avec Climat Social, qui reconnaît le mérite et célèbre leurs bonnes actions ainsi que leurs contributions envers les personnes les plus défavorisées. Jean-Claude Bointou, Emmanuel Chatué, Marie-Claire Mimboué Ndissamba, Yvette Claudine Ngono, Gilbert Baonlac, Pamela Ayuketa ont retenu l'attention de la Ligue nationale des droits des personnes défavorisées et recevront leur récompense le 21 février 2014, une date qui coïncide justement avec la célébration du premier anniversaire du journal Climat Social. Et c'est terminé pour cette revue de presse de ce matin. Excellente journée à tous et à toutes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je l'ai dit tout à l'heure, avec Souflane. Bonne continuation. À demain, si plaît à Dieu. À demain, et belle Oliga.